à toutes les inspiratrices et les inspirateurs. Et bonjour à toi Christophe. Alors comme vous le voyez, nous sommes dans un magnifique décor. Je disais à Christophe, il y a toujours des interviews d'intellos, souvent des hommes d'ailleurs, devant leur bibliothèque. Donc j'aurai moi aussi l'interview avec magnifique bibliothèque. Ce qui me plaît, c'est qu'elle n'est pas trop bien rangée justement. Ça me plaît bien. Il y a des romans dans tous les sens. Il n'y a que des romans là. Ouais, il y a des... C'est la bibliothèque de romans. Il y a de l'histoire, donc nous avons donc Lénine, petit clin d'œil avec l'actualité. J'adore. Là, il y a une vieille machine à écrire. Il y a des... Voilà, là vous ne le voyez pas, mais il y a donc une poulie de navire. Tu peux le prendre si tu veux. Je peux la prendre? Ouais. Elle me reprend. Ah oui. Donc ça va introduire l'interview. Alors, je vais la reposer. Nous sommes ici avec un homme de la mer en campagne, puisque nous sommes en campagne toulousaine. Et alors, j'ai rencontré Christophe il y a 2 ans, qu'il a accompagné Rob Greenfield, que vous pourrez retrouver dans les interviews, chez nous, au Merlin Chanteur, puisque Christophe a édité un livre et a traduit, je crois, un livre de Rob Greenfield qui est d'ailleurs sur cette pile. Non, il n'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là, non, effectivement. C'est la biographie que j'ai écrite sur lui. Ah oui, donc il y a 2 livres. Ouais. Et Rob était coincé chez Christophe à cause du confinement. Et donc à la sortie du confinement, ils sont venus se mettre au vert une journée chez nous et on avait j'avais interviewé Rob. et depuis, voilà, je suis tout ce que fait Christophe et c'est vrai que moi, tu as un parcours passionnant, donc breton, fils de breton et de marin et de sous-marinier, si j'ai bien compris. Alors, en fait, ma mère est bretonne, mon grand-père est breton, mon père n'était pas breton, mon père était effectivement officier de marine, sous-marinier, mais lui, c'est amusant, c'est qu'il était né dans la Brie, et il est allé... un campagnard, donc. Donc tu es revenu à la campagne. Quand il est arrivé à l'école navale, il avait à peu près jamais vu la mer, quoi. Ok. Il s'était passionné pour la mer alors qu'il habitait la campagne, et donc il est venu à l'école navale à côté de Brest, et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui était elle, une pure bretonne. Donc, finalement, tu es en campagne toulousaine, voilà, il y a un côté, les racines de papa, après avoir vécu des années à Brest. Et alors, tu as la mer dans le sang, parce que tu es passionné de milieu marin. Mon grand-père était pilote, était commandant, enfin, il était commandant de cargo, il était capitaine de long cours. Et voilà, donc c'est pour ça que ça remonte assez loin. Ouais. Et donc moi, ce qui me plaît dans ton parcours, c'est voilà, ce côté, ça je ne connaissais pas ton côté campagne, mais vraiment pour moi ton engagement il tourne autour de la mer, évidemment de l'environnement en général, mais il y a vraiment une attraction autour du milieu marin. Et donc tu as fait plusieurs livres sur le milieu marin, donc autour du Vendée Globe, et ton dernier dont on reparlera, mais c'est son premier roman, son dernier livre, mais son premier roman, on va le montrer quand même, voilà. L'Armée d'Edward, franchement, moi je dis, est en passe de devenir un best-seller. Donc, interview quand même de quelqu'un qui bientôt, il faudra lui courir après pour avoir des autographes. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans les meilleures librairies. Dans toutes les librairies, les meilleures, oui, c'est vrai, dans toutes les librairies. Il est bien distribué. Ouais. Et donc, il y a déjà plein, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de commentaires, de lecteurs, de libraires. Vraiment un très, très bon roman que je n'ai pas encore lu, mais je vais repartir avec. Et mais moi, ce que j'aime bien poser comme première question, c'est voilà, ce qui me plaît dans ton parcours, c'est vraiment ce côté très lié à la mer, où tu as été ancien journaliste et tu as créé toi-même, quand même, là ton dernier roman n'est pas édité dans ta maison d'édition, mais tu as créé ta maison d'édition qui s'appelle quand même Nautilus. Donc il y a un fort engagement dans cette thématique-là. Et toi, qu'est-ce que c'est pour toi le militantisme ou l'engagement? Alors dans les pays anglo-saxons, ils appellent ça l'activisme. Et pour moi, qui est encore une autre vibration quand même. Qu'est-ce que toi, quel est le mot que tu utilises ou que tu pourrais dire qui te correspond, ou est-ce que c'est un autre mot? Comment tu vois l'activisme, le militantisme? Est-ce que tu te considères comme tel? Et comment tu l'incarnes? Alors aujourd'hui, oui, en partie, je me considère comme un militant.
Un activiste, je ne sais pas complètement, en tout cas militant pour la cause environnementale, et je suis impliqué, je m'implique autant que je peux. Et j'en parle beaucoup, j'essaie de sensibiliser. Donc oui, je suis au moins un militant. Activiste, je dirais que c'est plutôt Rob qui devient vraiment un activiste, parce que toute son activité tourne autour de ça. Oui, avec le côté très, ce qu'on appelle en américain, les happenings, oui, donc avec des choses de choc, sauter dans les poubelles, marcher pieds nus, faire le tour du monde à pied. Ça c'est pour moi vraiment... Moi, je dirais que je suis militant et engagé, quoi. Parce que entre guillemets, je me contente à la fois de deux choses, à la fois de parler, évidemment, de sensibiliser, d'écrire, de parler de partout où je vais. J'ai fait régulièrement des conférences sur la mer, j'en ai fait la semaine dernière à des enfants du nord, du quartier nord de Marseille. N'hésitez pas à faire venir Christophe. Je leur parle et là j'essaie de les sensibiliser aux problématiques environnementales. Donc ça, c'est mon côté engagement militant. Et puis après, dans ma vie, j'essaie aussi d'avoir une vie à peu près, parce qu'on on est tous bourrés de contradictions, et autant que possible, de réduire mon impact, d'essayer de vivre au maximum, je dirais, en cohérence avec les idées que j'essaie de développer, sachant que de toute façon, on n'est jamais fait, encore une fois, sauf si on est Rob Greenfield ou Mark Boyle, on n'est jamais des purs produits, quoi. On n'arrive jamais à être parfaitement. Et encore... Rob, ça reste un humain aussi. Oui, bien sûr. Enfin, disons qu'il s'approche plus du zéro impact que nous, quoi. Oui. Après, c'est vrai que ça implique ce qu'on peut voir. Vous pourrez écouter son interview. Où ce qu'il dit, c'est ma vie et mon message. Finalement, il se contente de vivre. Mais c'est vrai qu'il a un choix de vie qui, du coup, est assez radical. Et moi, en tout cas, dans les accompagnements que je fais d'entrepreneurs qui développent des projets à impact positif écologique, je fais vraiment attention et je prends en compte la personnalité, ce qu'a envie de vivre la personne, et l'idée c'est que la personne soit dans la joie de ce qu'elle fait et que ça lui correspond. Et donc lui, c'est un homme qui vit seul, qui n'a pas d'enfant, qui n'en veut pas, donc forcément ce type de choix fait que, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est plus facile parce que c'est tous les choix qu'il fait, ce n'est que lui. C'est pas comme des parents qui vont faire des choix et finalement leurs enfants, ils ont peut-être pas envie de faire les mêmes. Ou en tout cas, quand tu es tout seul, quand tu es en famille, tu pars moins tout seul à pied. Voilà. Bien sûr. Ça fait tout ce qu'on fait engage. Moi, j'ai 2 enfants, je suis marié, donc tout ce que je fais va engager 4 personnes au total. Donc il faut compter ça. Et puis, comme tu dis, je ne peux pas leur imposer des choses. Donc, et puis tu n'as peut-être pas envie. Peut-être que tu avais envie aussi, toi, de vivre une vie de famille. Oui, moi j'avais envie de ça. Moi j'avais une vie de famille. Je suis ravi d'avoir des enfants et de vivre ma vie de famille. Donc mais disons que dans ce cadre-là, on peut après essayer d'améliorer ce qu'on fait, quoi. Voilà, pour ça qu'on a une maison en bois aussi. C'est pour ça que on chauffe avec un poêle à bois. C'est pour ça que on essaie de faire, pareil, il faut des détails, mais notre énergie, on est chez Enercop. Et que tu as un pull, on va faire un peu de placement produit entre guillemets, parce que je n'ai aucune action dessus. Patagonia, qui a quand même une entreprise, qui a quand même une philosophie. D'ailleurs, il a fait un livre, Let My People Go Surfing, que j'ai dans le coin quelque part. Qui est quelque part. Que j'ai dédicacé par Yvan Chouinard. Waouh! Moi, j'aurais l'armée des doigts. Non, mais en fait, ils vont le faire dédicacer parce qu'il a lancé un mouvement qui s'appelle 1% for the Planet. Oui, effectivement. Et Nautilus, la maison d'édition que j'ai créée avec Lisiane, a été le premier membre en France de 1% for the Planet. Ok. Aujourd'hui, il y a près de 1100 sociétés. Et on a été les premiers en 2005 à adhérer à 1% for the Planet. Donc du coup, j'ai reçu au cadeau le livre dédicacé d'Yvan Chouinard. Ah, mais tu l'as pas vu en face à face? Non, je l'ai pas vu en face à face. Non, mais bon, c'était sympa. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais je me disais, ça vaudrait le coup. Mais du coup, j'ai 2 exemplaires parce que comme j'en avais acheté un. Ah oui, c'est ça. Non, mais tu vois, moi je suis en mode interview, rencontre. Moi, c'est ce qui me passionne. Voilà, c'est de rencontrer des gens comme toi, qui sont passionnants et je me dis, ça serait un super interview aussi à faire. Il faut aller là-bas parce qu'il bouge pas beaucoup. Il a quand même pas loin de 80 ans aujourd'hui, Chouinard. Mais il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Mais je pense pas qu'il voyage énormément à part pour aller pêcher ou à la montagne parce que c'est avant tout un montagnard. Oui, c'était un alpiniste. Son histoire. Et puis il adore le kayak. Parce que ce que j'aime bien avec cette société, c'est qu'elle ne fait. On regarde ce qu'elle fait comme vêtements, que des vêtements qui correspondent au sport qu'exerce, que fait Yvan Chouinard. Oui.
C'est quand même un truc assez rigolo, quoi. C'est vrai que quand tu travailles, entre guillemets, le marketing, c'est-à-dire quand tu dimensionnes une entreprise, donc un projet entrepreneurial comme moi j'accompagne, et que tu travailles ton client idéal, souvent on se rend compte, quand c'est des choix de vie, parce que voilà, moi j'accompagne des projets qui sont dans un choix de vie, souvent tu te rends compte que ton client idéal, ben, il te ressemble en fait. Ouais. Et donc ça m'étonne pas, il a créé ce qu'il voulait pour lui, Ouais, en c'est fait. ça, il a créé ce qu'il voulait pour lui. Et mais ce que j'aime bien, moi c'est vrai que j'ai pas mal de vêtements de sa marque pour une autre raison simple, c'est qu'ils sont incroyablement résistants. Oui, c'est ça. J'ai des affaires donc je remplace pas puisqu'elles sont et lui, il n'a pas peur de ça. Il se dit non, pas obsolescence programmée, non, je vais créer quelque chose qui s'use pour qu'on m'en rachète. Il s'inquiète pas de ça. Non, j'ai une polaire, un blouson, des chemises qui ont 30 ans. Ouais. Et ça fait 30 ans que je les mets régulièrement. Ça fait 30 ans et elles sont toujours en parfait fonctionnement. Enfin, et il travaille sur le contraire, même il renforce. Moi, ce qu'il m'avait expliqué avec Jean Patagonia, c'est que quand ils font un produit c'est un assemblage de différents éléments. Ils essaient d'avoir des éléments qui durent longtemps, et après ils prennent l'élément qui est le plus durable et ils renforcent tous les autres pour qu'ils soient aussi durables que l'élément le plus durable. Ok. Voilà. Et l'idée, c'est que ça dure aussi longtemps que l'élément le plus durable du produit. Ah, c'est intéressant. Et après, il répare. Moi, une fois, par exemple, j'avais une veste qui s'était pas déchirée, que c'était les zips qui étaient qui marchaient plus, fatigués. J'ai écrit à Patagonia en disant voilà, ils sont fatigués, mais moi, j'ai pas envie de jeter ce truc, quoi. Ils m'ont dit vous nous le renvoyez. Je l'ai renvoyé, ils l'ont réparé, ils m'ont renvoyé. Énorme. Sans que je paie rien. Hein. Ah oui, en plus. Ils sont garantis à vie. Ils sont garantis à vie contre tout défaut ou vice de fabrication. Mais là, moi, j'ai acheté justement l'année dernière pour Noël à mon mari un pantalon, un jean de chantier Patagonia. Et c'est vrai que ce qui t'explique sur le jean, c'est pas le jean classique, quoi. Non. Ou d'ailleurs, par exemple, les Levi's, ils ont baissé en qualité. Parce que les mélanges qu'ils font dans leur jean aujourd'hui sont plus les mêmes que dans les années 70. Et là, c'est vrai que ce qu'ils expliquaient dans le jean en question que j'ai acheté pour mon mari, c'est que les fils de coton, le tressage, etc., c'était tressé je sais pas combien de fois, croisé, recroisé, recroisé. Et puis il y a des triples coutures, il y a des choses comme ça, il y a plein de choses qui sont renforcées. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une marque que j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était le quart d'heure publicitaire. Voilà, le quart d'heure. Gratuit en plus. C'est ça. Est-ce que tu nous entends? Et donc, donc toi, on parlait de famille, on parlait de quotidien, de comment toi, c'est ce qui te correspondait, donc tu es plus dans finalement un quotidien et puis dans ton activité professionnelle. Donc avant, tu étais journaliste et tu restes quand même toujours dans l'écriture, hein, dans tout ce qui a trait au monde de l'écrit. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir créer ta maison d'édition et quitter quelque part le journalisme? Alors, en fait, j'avais quitté le journalisme. Moi, j'étais grand porteur à l'Express, donc j'ai dans les années 90, fin des années 80 et puis jusqu'à la fin des années 90. Et ça incluait quoi? Ça incluait. C'était des voyages thématiques ou plutôt un peu partout? Alors, il y avait j'ai fait plusieurs services, mais au départ, j'étais au service scientifique, donc je faisais des reportages, mais ça m'a obligé, ça m'a amené. Je m'occupais d'environnement. Voilà. Je m'occupais d'environnement et par exemple, je suis allé sur la première guerre du Golfe dès qu'on a parlé de la marée noire. Ok. Et donc je suis allé et après il se trouve que je suis resté le plus longtemps pour faire d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec l'environnement parce que j'étais là-bas. J'ai travaillé sur la chasse, par exemple, il y avait tout un problème de chasse contre les Palestiniens. J'ai travaillé sur le retour à la normalisation politique, etc. Donc à Kuwait City, après la fin de la guerre. Mais après, j'étais au service, je me suis occupé d'enquête internationale, donc par définition, c'était pas mal en voyage. Et avec des voyages, des reportages aussi pour le service sciences, style, je suis allé à la recherche d'une tribu âge de pierre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah oui. Des trucs comme ça. Donc c'était des années assez formidables en termes de reportage. Et puis, il se trouve qu'en 95, j'étais un des créateurs du site de l'Express. Ah oui, puisque aussi vous pourrez trouver la biographie de Christophe sur Internet, mais c'est que justement, il est dit que tu es pionnier de l'Internet. Oui, c'est-à-dire que j'étais un des premiers à faire ce qu'on appelle de l'Internet éditorial. Donc j'ai créé le site de l'Express avec Corinne Denis en 95.
Et après, j'ai quitté l'Express parce que j'étais là, ça n'a rien à voir avec l'environnement, mais j'étais stupéfait de voir que des journaux comme l'Express ne comprenaient pas ce qui se passait avec la révolution Internet. Et donc en 98, j'ai quitté l'Express pour créer, parce qu'ils ne comprenaient pas, et un magazine qui racontait ce qui se passait en termes une sorte de actuel des nouvelles technologies, c'est-à-dire que l'impact des nouvelles technologies sur la société, sur la vie, qui s'appelait Transfert. Et donc j'ai créé ce magazine qui est né avec un site internet, donc là c'est un petit passage internet, et on a eu 2 fois le prix dans 2000 et 2001 de meilleur site de la presse française. Ah oui. Meilleur site web de la presse française. Et est-ce que il y avait une démarche environnementale à cette époque-là? Oui, il y avait. Parce qu'on ne s'en rendait pas compte au début, non, en fait, de l'impact des serveurs, non, etc. On ne s'en rendait pas compte. Mais disons qu'on essayait, c'était une rédaction, on essayait quand même de trier, on essayait de faire des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on ne se rendait pas du tout compte à l'époque de l'impact des serveurs. C'est vraiment un truc qui est arrivé après. Pas que, mais c'est quand même le plus gros, on va dire. Plus gros. Mais donc non, on était, honnêtement, même si j'étais pourtant assez concerné, puisque depuis que j'ai 10-11 ans, j'étais membre du WWF, j'étais prof, enfin, voilà, tous les trucs qu'on fait quand on est gamin aussi, j'étais fasciné par quelqu'un qui vous dit rien, je pense à la plupart des gens, mais j'étais gamin, j'étais fasciné par une émission qui s'appelait Caméra au point de Christian Zuber. Ah oui, voilà. Si, le terme, alors le journaliste, mais Caméra au point, oui. Caméra au point, c'était qui faisait des reportages sur la nature, qui était formidable. Enfin, moi, j'étais fasciné par ça. Donc, tous ces thèmes-là m'intéressaient, mais c'est vrai que le vrai prise de conscience est arrivé un peu après, plutôt au milieu des années 2000, sur l'impact des serveurs, l'impact de toute cette pollution. On avait quand même publié dans mon magazine une très grande enquête sur la pollution qu'on faisait avec toutes ces machines qu'on envoyait en Afrique pour les faire désosser. Oui. Et en disant, voilà, comme les navires qui partent en Inde, etc. On avait publié un grand reportage sur ce genre de choses. Donc, il y avait ce souci, mais qui n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Voilà. Mais le développement n'était pas aussi important. C'était pas aussi important. Voilà. Puis après, il trouve que ce magazine a été vendu fin 2001. Et j'ai repris le sac pour faire du reportage. J'aime bien l'expression, j'ai repris le sac. Oui, j'adore ça. Et puis pour Géo notamment, et pour Ça m'intéresse aussi, Ça m'intéresse. Et puis un peu pour Le Point, j'ai fait 2 ou 3 papiers. Donc tu étais freelance, hein? Ouais. Ce qu'on appelle pigiste ou... Là j'étais pigiste, ouais. Okay. À l'Express, j'étais salarié de l'Express, mais après j'étais pendant quelques années en free pigiste, et puis j'ai créé un magazine sur la mer qui s'appelle Nautilus. Et donc c'est là qu'on crée la société Nautilus, qui à l'époque donc éditait un magazine sur la mer avec cette idée-là, l'environnement est net, c'est là qu'on devient membre de 1% pour la planète. C'était... quand tu dis on, c'est toi et Lisiane? Ouais, moi je fais tout avec, voilà, on a un cerveau à 2. Donc, sauf quand tu pars en sac. Voilà, tu la mets pas dans le sac? Là je pouvais pas. Mais on a un cerveau à 2, et puis donc c'est pas beaucoup. Comme mes enfants disent souvent, vous avez qu'un cerveau pour 2, ça fait pas beaucoup. Mais on n'a pas dit la taille du cerveau. Non, on n'a pas dit la taille du cerveau, voilà. Mais donc on fait tout ensemble. Et puis on a créé ce journal, et l'idée était de faire aimer la mer, avec l'idée que si on aime quelque chose, on veut le protéger. Donc c'était raconter la mer. C'était pas un magazine. Plein de gens croient que parce qu'on parle de mer, on est un magazine de voile. Pas du tout. Le magazine a eu, je crois qu'il y a eu 17 numéros. C'était un magazine qui sortait tous les 3 mois. Tous les 17 numéros, on a fait, je crois qu'il y a 2 articles qui parlent de voile. Je crois que c'est un peu, ça me fait penser à l'étude de la biodiversité. Moi, je suis passionnée de diversité, donc j'étais responsable biodiversité au port de Marseille. On se retrouve en mer. Alors que moi, je suis aveyronnaise aussi, j'ai un côté campagne et mer. Et si tu veux, j'avais fait une étude sur la prise en compte de la biodiversité dans le développement d'un établissement public et d'un port, en disant, ben, c'était un petit peu l'idée de dire, on va l'aimer, mais c'est plus que ça, en tout cas pour un établissement comme ça, c'était de dire, on gagne notre argent grâce à la biodiversité. Le pétrole, c'est de la biodiversité à la base, les crevettes qui arrivent congelées, c'est de la biodiversité, etc. Donc en fait, il faut le préserver parce que c'est notre gagne-pain. Donc c'était un côté orienté en disant, même si mes collègues écolos me disaient, on ne donne pas de prix à la Joconde, oui, mais à un moment, il faut parler aussi le langage de l'économie pour leur faire comprendre que, bon, voilà, comme la fameuse abeille, qu'on utilise souvent pour illustrer ça. Et c'est vrai que ça me fait, à l'époque, donc j'avais fait toute une étude sur les compartiments de la biodiversité pour étayer mon mémoire.
Et en fait, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a des compartiments de la biodiversité qu'on estime qu'on connaît à 100%, et ce sont les oiseaux. Et en fait, les mousses, les lichens, tous les escargots, on estime qu'on connaît, alors je ne sais plus parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais à 8% de ce qui existe. C'est encore moins en mer. Hein. Ouais, voilà, ben oui, parce qu'en plus on est limité en termes techniques. Et en fait, bon déjà moi je trouve ça hyper, ça me donne beaucoup d'espoir parce que finalement on perd peut-être des espèces, mais en fait il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et puis, en tout cas, ça me fait penser à ce parallèle parce que l'humain, quand il a commencé à s'intéresser à la nature, il s'est intéressé aux oiseaux. Et donc on ne parle que d'oiseaux. Dans les parcs, c'est souvent des ornithos. Ouais. Et donc ça me fait penser à ça par rapport à la voile, c'est quelque part cette espèce d'image que la mer c'est la voile. C'est ça. Alors que parce que ça a été aussi très vendeur, Florence Artaud, le Vendée Globe, enfin tous ces trucs là quoi. Oui, alors que la voile c'est c'est ce volet là qui a été médiatisé en tout cas. Tout à fait, mais la voile c'est epsilon dans l'histoire de la mer. C'est ça qui m'intéressait. Moi c'était la mer, d'abord c'est l'origine de la vie sur Terre, on oublie de préciser. Et puis sans la mer personne ne vivrait. On ne pourrait pas vivre sur la Terre s'il n'y avait pas la mer. C'est elle qui nous permet de créer l'atmosphère, etc. Donc, on est... et aujourd'hui, on parle de biodiversité. Moi, j'adore, quand je discute avec des scientifiques, un jour, quelqu'un m'avait dit, bon, aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 2 et 3 millions d'espèces qu'on connaît sur la Terre. D'accord ? Ça, ce sont des espèces recensées. Et je lui demande, mais combien d'espèces sont inconnues en mer ? Et il me répond, quelque part entre 1 et 10 millions. J'adore. Voilà. Donc c'est ça. Et entre les deux, tu rêves. Et tu rêves, parce que c'est pour comprendre, pour que les gens comprennent pourquoi on ne sait pas, parce que souvent les gens sont étonnés, comment on peut ne pas connaître, etc. Et imaginez que la mer, imaginez que c'est une forêt, à part que cette forêt, elle couvre 72% de la surface de la planète, et qu'elle fait 4 km, en moyenne 4 km de haut. Des arbres de 4 km de haut. Et qu'il y a de la vie à tous les niveaux. Sur chaque branche, il y a de la vie. Ben non, on ne peut pas connaître. Et aujourd'hui... Alors ça me fait penser au travail de Francis Allais sur justement tous ces arbres qui sont très très hauts et dont on ne connaît pas la diversité. Alors que la mer c'est pareil, mais en puissance 10, quoi, au 100. Et avec une richesse, c'est hallucinant. Régulièrement, j'ai discuté avec des chercheurs en Californie et ils étaient à Monterey Bay, c'est un endroit magnifique et il y a beaucoup de laboratoires de recherche parce qu'il y a une grande baie qui descend à 3000 mètres. Donc pour eux, c'est un formidable labo d'études dans leur jardin. Ils font des allers-retours et ils sont à 20 minutes de leur bureau, quoi. Et donc ils font beaucoup de plongées avec des robots. Parce qu'on n'a pas encore évolué assez pour se passer de robots pour aller très profond. Non, enfin on peut, mais le risque, ils préfèrent les robots pour des risques humains, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher parce que les sécurités à mettre quand on fait plonger des humains, évidemment, sont tellement plus important. Puis effectivement, les risques pour le cerveau, etc. Non, pas en sous-marin. Ah oui, si c'était un sous-marin. Oui, non, moi je partais carrément sur l'humain avec des branchies. Tu vois, non, mais ils ont des robots. Enfin, il y a des sous-marins qui descendent à ces profondeurs. Mais, oui, des robots habités. Des robots habités. Mais il y a quand même un risque de sécurité. Donc, ils préfèrent envoyer des robots, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, au bout du compte, ils n'ont pas le même résultat parce qu'ils disent quand même qu'on voit plus de choses. Un humain dans un sous-marin voit plus de choses qu'un robot. On sert à quelque chose, quoi. Parce qu'il va avoir l'œil attiré par quelque chose, un coin, alors que sur un écran. Et puis l'intuition. Et l'intuition, tout ça. Mais ça n'empêche que ils vont faire une plongée humain pour 100 plongées robots. Donc c'est tellement plus facile d'envoyer le robot. Mais ce que me disait ce scientifique, c'est ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'on plonge, on trouve une espèce nouvelle. Et là, ça reste fascinant, quoi. Et à chaque fois, il trouve une espèce nouvelle. Et pas seulement, là, je parle de fonds importants, mais quand Laurent Balesta, qui est un formidable photographe sous-marin, il y a quelques années... J'ai une petite dédicace à mon ancien chef de service, Jean-Michel, qui est passionné de milieu marin. Et justement, quand il me venait en tête que j'allais lui envoyer l'interview. Et il a justement invité Laurent Balesta à faire des photos dans le port de Marseille. Et donc j'ai un livre qui a été sorti via le port de Marseille avec les photos de Laurent Balesta. Qui est un extraordinaire photographe. Et Laurent avait, un des premiers trucs qu'il a fait, l'a fait connaître, c'est qu'il a proposé à la ville de Nice de plonger pendant un été juste à 150 mètres du bord. Là où les fonds tombent tout de suite à 150, 200 mètres, 250 mètres. Donc on n'a pas pied. Là on n'a pas pied. Et en fait, qu'on ne connaît pas.
Donc il est allé, ils ont plongé, je ne sais plus combien de semaines là-bas, ils ont fait après des grandes expositions à Nice et après même à Paris, je crois, mais avec les photos qu'ils ont trouvées, mais là, à 100 mètres du bord, par 150 mètres de fond, ils ont trouvé des espèces que personne ne connaissait. Donc c'était juste là. On se baignait, les gens se baignaient au-dessus. Et donc la mer est un formidable jardin de découvertes incroyable. Bon, même si malheureusement, là, c'est ça que je m'implique, c'est qu'on la maltraite beaucoup. Mais, et donc ça se trouve, on détruit des espèces qu'on n'aura même pas eu le temps de découvrir. Bien sûr, et puis on la maltraite. Quand j'ai fait la conférence aux enfants là, de Marseille, je leur ai passé un petit film qui les a extrêmement choqués. Ils m'en ont parlé, j'ai reçu des mails. C'est que je leur ai passé un film qui avait été tourné par l'Ifremer. Ils ont descendu la plaine du Var, donc la rivière, enfin, le fleuve qui traverse Nice, et ils sont allés jusqu'à 2-3 000 mètres. Ils ont continué la descente du Var. Et là, par 2-3 000 mètres, vous avez des décharges. Mais vraiment des décharges. C'est une densité de sacs poubelles, de plastique, de voitures, de tout ce que vous voulez imaginer, qui sont là, mais c'est une décharge, j'irais à mer ouverte, on va dire, par 3000 mètres de fond. Et pour ça que je leur disais aux enfants, je leur dis, regardez bien ça, parce que pensez bien que dès que vous jetez quelque chose à terre, ça finit en mer. Ça finit, c'est ça. Voilà. Et après, je leur dis... Et ça fait le tour. Moi, je me souviens, quand je suis allée en Thaïlande, on a voulu aller sur des plages un petit peu isolées. Nous, on n'aime pas trop les endroits trop touristiques. Et en fait, la Thaïlande, il y a la Thaïlande très connue qui est un tout petit bout. Oui. Mais c'est tellement grand qu'en fait, il y a plein d'endroits où il n'y a pas foule. Et en fait, on allait sur les plages, entre guillemets, désertes, étaient dégueulasses. Ouais, ça, ouais. Et les plages propres, c'était les plages des hôtels, mais pas pourquoi? Parce qu'elles sont nettoyées. Et en fait, les déchets, c'est pas les gens qui viennent sur les plages qui laissent des déchets, c'est les déchets qui font le tour de la terre, entre guillemets, et qui s'échouent. Exactement. Mais on retrouve régulièrement, sur toutes les plages du monde, des boîtes, des bouteilles de plastique, etc. Et on sait où elles ont été jetées, puisque c'est marqué, enfin on a on voit que ça fait la moitié du tour du monde. Donc tout ce qu'on jette, et alors ce que j'essaie d'expliquer aux enfants, c'est que non seulement là ça se retrouve en mer, mais après ça se dégrade, et vous le mangez. Devient exactement, au bout du compte, donc les petits poissons, ça fait des microparticules qui vont manger par les petits poissons, qui vont manger par les gros poissons, etc. Et au bout du compte, le gros poisson, c'est vous qui le mangez. Donc c'est vous qui mangez le plastique. Donc pensez bien que tout ce que vous jetez, vous le reprenez. Si c'est pas pour la nature, vous le faites pour votre gueule. Exactement. Bah oui, c'est de sensibiliser sur... des fois, voilà. Qu'importe, quelque part, si ça a fait avancer le schmilblick. Et après, effectivement... Utiliser tous les arguments qu'on peut. Voilà, c'est un peu moi ce qu'on m'avait reproché quand j'avais fait ce mémoire sur... où on dit, on monétise la nature et c'est pas beau, c'est sûr. Mais à un moment, peut-être qu'il faut en passer par là et c'est OK. Et si, moi, mon leitmotiv, c'est comme tu disais, c'est de se dire, si on l'aime, on n'a pas envie de l'abîmer. Mais il y a des gens qui sont qui sont en tout cas la tête dans le guidon de l'économie, et il faut leur parler si tu veux qu'à un moment, ils fassent peut-être un pas de côté, quoi. Oui, en plus, ils ne se rendent pas compte. Moi, ce que j'ai dit à ces gens-là, je leur dis, OK, mais vous monétisez déjà en grand la nature, puisque vous n'arrêtez pas de vendre une nature que vous avez eue gratuitement. Alors, ils ne comprennent pas. Je leur dis, mais le pétrole, ça vous a coûté combien de fabriquer? Rien. De l'extraire, ils vont te dire. De l'extraire, mais pas de le fabriquer. Vous allez extraire un produit qui vous a rien coûté. De l'extraire, de le transporter, de le transformer, ils vont te dire ça. Le produit, il est là et vous n'avez rien coûté pour le fabriquer. Tout à fait. Quand vous coupez... les crevettes, tout ce qu'on mange aussi. Une forêt. Quand vous coupez un arbre, l'arbre, il ne vous a rien coûté pour pousser pendant 30 ans. C'est la nature qui l'a fait pousser. Etc. L'eau, les sources, etc. Effectivement, même le poisson, effectivement, ça coûte d'aller le chercher, mais pas de le produire. Oui, donc, de toute façon, on a un rapport aujourd'hui qui est économique à la nature et on ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'elle nous produit, la nature nous fournit des sommes mais monstrueuses d'économie, gratuitement. Et donc là-dessus, on devrait au moins être un peu reconnaissant et essayer que ça dure, déjà, parce que si on doit tout transformer en termes économiques, il faut préserver pour que ça dure, pour que cette ressource, entre guillemets, qui est gratuite, dure le plus longtemps possible, et donc il faut la protéger. Voilà. Mais en plus, ça marche. Quand on le fait, on a des résultats formidables. Il y a des projets pour essayer
de fermer une partie de la mer en zone protégée. Et alors les gens ils voient, ah ouais, c'est des écolos qui font chier, etc. Bon, ça c'est classique. À part que ce que disent les gens qui vivent à côté des zones où on l'a déjà fait, parce qu'évidemment ils disent, ouais, mais on ne pourra pas pêcher dedans. C'est comme quand il y a eu le confinement, ou dans certaines zones qui étaient moins, du coup il y avait moins de circulation, on a vu des gros changements. Voilà. Et là, dans ces zones-là, quand on fait ça, on voit effectivement que la vie explose brusquement dans ces zones-là, parce qu'il y a une vie incroyable, mais surtout, elle va sur les autres zones. Donc toutes les zones autour en profitent et se mettent à pêcher comme ils n'ont jamais pêché, parce que brusquement, il y a trop de poissons là, donc ils vont vivre ailleurs. Enfin, il y a la migration de surpopulation, quoi. La nature n'est pas... ah mince, j'ai perdu le mot, mais elle nous en veut pas trop finalement. Non, elle est bonne fille. Hein. La nature est bonne fille. Elle est pas rancunière. Elle est pas rancunière et elle est très résiliente. Dès qu'on lui laisse un peu de vie, pareil, moi ce qui m'amuse, c'est quand on prend une ville, les bétons partout. Prenez cette ville, et des films de science-fiction l'ont fait. Vous la laissez pendant 20 ans sans humain, mais elle est couverte de nature. Parce que moi, la nature reprend et un siècle après ou 2 siècles après, si on faisait la laisser, elle serait terminée, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, ça me fait penser à un livre sur lequel j'étais tombée quand j'étais ado. Je ne sais plus le titre de ce livre, j'y pense souvent. C'était un livre illustré, si tu veux, d'espèce d'anticipation. On était dans, je ne sais pas, 2 siècles peut-être plus tard, notre époque. Et c'est une espèce de livre d'archéologie, et où en fait, ils tombent sur des objets, et notamment un abattant de toilette. Et ils se disent que c'était un ornement, un collier et tout. Et je trouvais ça juste énorme. Et c'était justement une espèce de ville abandonnée où on trouvait des trucs comme ça. Et du coup, ils font plein d'hypothèses. Et je trouvais ça excellent. Bien sûr. Ça surmarie aussi quand on reprend, on a dans la planète. Parce que nous, c'est ce qu'ils te disent sur la préhistoire. Et puis même dans ton domaine, dans la mer. Il y a plein de choses, on fait des hypothèses, on n'en sait rien en fait de comment ils vivaient. On a trop peu d'éléments. Ce que te disent les préhistoriens, c'est que c'est clairement une science où les 9/10, c'est des hypothèses en fait. Bien sûr, et ils sont obligés de faire ça, parce que, mais d'ailleurs, on apprend, si on prend ça, on apprend régulièrement des choses sur Néandertal, par exemple, qui n'est pas du tout, Néandertal n'était pas du tout celui qu'on croit. Oui, c'est ça, ou des femmes qui finalement, on croyait que c'était des hommes, mais en fait c'est des femmes, etc. On passe autant à découvrir, et, je pense que c'est ça qui fait aussi le piment de leur travail, mais en tout cas, ce qui est formidable avec la nature, c'est qu'effectivement, elle est capable de se remettre, de se revigorer de façon hallucinante, pour autant qu'on lui laisse le temps de le faire. Oui, moi c'est souvent ce que j'évoque quand j'en parle, parce que j'en parle aussi comme toi, et je dis, mais attention, c'est comme un être humain qui peut faire une crise de foie s'il mange trop. Il faut lui laisser le temps de digérer. Elle a une capacité d'épuration, mais par contre, si on lui met ras la gueule, là, elle n'a pas le temps. Donc c'est là où nous, ça se joue. C'est arrêter de la gaver dans tous les sens du terme. Par exemple, les océans, les gens ne savent pas, pareil, c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que quand je leur demande souvent c'est quoi la plus grande forêt de la planète, alors, ils disent tous le Brésil, la forêt amazonienne, et je dis non, c'est l'océan. L'océan est la plus grande forêt de la planète. Pourquoi? Parce que l'océan est couvert de phytoplancton. Et donc ce sont des plantes qui couvrent 72% de la planète. Et ces plantes, c'est eux qui captent le plus de CO2 de toute la Terre, enfin, toute notre univers. Oui, quand on parle de réservoir de CO2, c'est le phytoplancton. C'est le phytoplancton. Et après, qui va en plus, une partie va être. Bon, le phytoplancton est mangé par le zooplancton, après qui va être mangé par les poissons, etc. Et une partie de ces déchets tombe au fond et on capture du CO2. Et l'océan est la plus grosse capture de CO2 de la Terre. C'est ce qu'ils évoquaient avec les problématiques de la barrière de corail. Parce que ça pose le problème, c'est que jusqu'à présent, il y avait un sort d'équilibre, mais elle en capte tellement aujourd'hui que l'océan s'acidifie. Il y a trop de CO2 et du coup, il y a une augmentation de l'acidification de l'océan, l'acidité dans l'océan. Et là, c'est quand vous avez le corail, c'est du calcaire, et du calcaire avec de l'acide, ça ne fonctionne pas ensemble, quoi. Donc vous avez du calcaire qui va être abîmé par et notamment pire que ça. C'est-à-dire que si on va trop loin, on a remarqué déjà qu'une partie il y a quelques, je ne sais plus si c'est un zoo ou un phytoplancton, mais je trouve que c'est un zooplancton qui se protège avec une carapace de calcaire. Ah oui. Et ben ce petit-là, il commence à être abîmé. Ah oui.
parce que qu'elle a il n'arrive l'acide pas à attaque. tenir l'acide attaque son calcaire. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il faut arriver à stabiliser ça. C'est essentiel si les gens veulent comprendre l'importance d'arrêter d'émettre du CO2 de façon aussi massive, parce que et c'est aussi massive. C'est pas d'arrêter d'en émettre, on ne peut pas. L'activité Oui, humaine. c'est encore une fois, c'est une question de. Exactement. La fameuse phrase, c'est la dose qui fait le poison. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, l'atmosphère et la planète est capable d'encaisser un volume de CO2 qui est important. Et il y a un chiffre quand les gens. Alors, il y a évidemment la grande phrase, ouais, mais vous voulez nous retourner à la bougie, c'est un truc. Oui, les grandes caricatures. Les Amish, etc. Ouais. Et je leur dis non, en fait, le niveau de CO2 acceptable, que la planète est parfaitement capable de gérer, c'est le niveau de CO2 qu'on émettait en 1987. Oui, donc ça va, les gars. Pas besoin d'aller dans la grotte. C'est ça, exactement. On vivait bien en 1987. Oui, il y avait Retour vers le futur, Voilà. souvenez-vous, c'est super film. Donc c'est pour ça que on n'est pas en train de retourner dans la grotte, quoi. Simplement, aujourd'hui, on est parti un peu en délire, quoi, en termes de... C'est souvent ce que j'évoque, moi, en tout cas, quand on m'interviewe, qui me tient à cœur, et quand je parle d'écologie intérieure et planétaire, qui pour moi sont en corrélation étroite, c'est après quoi on court. C'est-à-dire qu'on court après toujours plus, parce qu'en nous, on est sans cesse, on n'est jamais rassasié. Et c'est ce que les antiques disaient. Enfin, je veux dire, on n'a rien inventé aujourd'hui, on a juste reformulé, mais après quoi on court? On court à combler un vide, on court après quelque part la peur de la mort. Et en fait, revenons à nous, soignons ce qui dedans à la trouille, revenons en paix et on aura moins besoin de consommer, d'être toujours plus. Parce que là, c'est des fuites en avant qui sont des fuites quelque part intérieures, en fait, de notre panique d'humain, quoi. Et puis moi je suis j'aime beaucoup Épicure. Et Épicure, alors il est mal connu, parce que les gens, dans le grand public, on parle d'Épicure, on parle d'épicurien, et ils disent, ah bah oui, l'épicurien c'est le mec qui aime bouffer et boire. Oui. Bon. C'est pas du tout ça. C'est Bacchus, quoi. Ouais, c'est Bacchus en fait. Et c'est pas du tout ça Épicure. D'ailleurs c'est une histoire extraordinaire, pourquoi il y a cette image, enfin juste sur un aparté, mais moi que j'adore c'est... C'est comme les épinards où on dit que c'est là où il y a le fer, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Mais en fait, l'Épicure a cette mauvaise image, entre guillemets, à cause de l'Église catholique, qui au IVe siècle a décidé que... Enfin, Épicure était à la mode, entre guillemets, et c'était l'Église un peu qui démarrait, hein, l'Église chrétienne, c'était leur stratégie marketing de l'époque. Non, ils avaient un problème, c'est que justement, Épicure prenant trop de place, il fallait casser. Alors, c'est quoi Épicure? Épicure, c'est... Pour être heureux, il faut éliminer ceux qui vous créent de la souffrance et ceux qui vous créent le fait du déplaisir et de la souffrance. Et parmi les choses qui créent des douleurs, enfin de la souffrance, il y a l'envie. Par exemple, Épicure dit il faut être heureux de ce qu'on a et avoir envie de ce qu'on a. Il y a une phrase que j'aime bien, il disait à un ami, il lui écrivait si tu passes là où il habite, viens à la maison, on fera un festin, j'ai des abricots. Voilà. C'est-à-dire que quand on a faim, si on a de l'eau et soif, si on a de l'eau, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est éliminer toutes les sources de souffrance. En regardant ce qu'on a déjà. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on a déjà en nous. C'est ça. Mais l'Église, du coup, a contreparé. Et c'est là qu'elle a créé, par exemple, les châtiments corporels. Okay. C'était pour être un bon chrétien, il fallait se flageller, donc prendre l'opposé d'Épicure. Et donc, ils ont commencé à décrire les épicuriens comme, mais non, eux, sont des gens qui se baffent, alors, c'était pas du tout ça. Bon, bref, on a gardé cette image-là. Alors, Épicure, au contraire, il est un peu ascète. Relisez Épicure. Il faut lire Épicure. C'est un peu une sorte d'ascète heureux. Voilà. Alors, l'ascétisme... C'est la frugalité. C'est une frugalité en disant, ouais, il faut être heureux de ce qu'on a et se réjouir de ce qu'on a. Je trouve que c'est un beau mot. Je trouve. Moi, dans le mot frugalité, tu vois, j'y vois fruit, j'y vois un côté... Vraiment, j'aime beaucoup ce mot pour donner le côté positif. Et pas d'aller dans la grotte. Non, et puis en plus, moi, je rends compte que, je donne jamais de leçons sur les gens qui vont... Parce que c'est la consommation, enfin la production moyenne de CO2 d'un Français, c'est 11 millions de tonnes. 11 millions de tonnes par an, c'est à peu près ça, un Français. Et certains sont à 70 millions, 80 millions, 100 millions, et certains sont à 2, c'est toujours pareil. Oui, c'est des moyennes. C'est des moyennes. Moi, j'ai été dans ma vie, comme j'ai beaucoup voyagé quand j'étais professionnellement, donc c'est une catastrophe. Je vais faire mon bilan personnel, surtout de ma vie, je pense que c'est catastrophique. Mais il est où le fouet? Voilà. Mais j'ai réduit énormément quand j'ai pu ne plus voyager professionnellement. Et aujourd'hui, selon les années, parce qu'il se trouve que mon frère habitait en Martinique une fois tous les 2 ans, quand je vais le voir,
je suis quelque part entre 4 et 6 millions de tonnes. Voilà, contre 11 millions. Donc, or, l'objectif, vous savez, c'est 2 millions. Ah, ok. L'objectif en 2050, c'est d'arriver à 2 millions. C'est ça qui permettrait d'avoir une stabilité par personne. Ouais, ça, en sachant que dans les 4 ou 6 millions que moi je peux faire, il y a une bonne partie qui n'est pas à ma main, puisque c'est la société qui le produit. Et puis en plus, ce chiffre-là, j'ai envie de dire, il est calculé avec ce qu'on est capable de calculer, avec les outils qu'on a, ça reste une estimation. Voilà, ça reste entre guillemets théorique, enfin c'est des calculs, mais simplement ce que je veux dire par là, c'est que d'être passé de sans doute beaucoup plus de 11 à 4 ou 6, selon les années, je ne vis pas plus mal. Je suis même plutôt... et puis j'ai énormément ralenti mes rythmes. C'est-à-dire que ce qui me frappait, c'est qu'avant, On revient à Après quoi cours-tu ? Ouais, c'est ça. Un livre de Christiane Singer dont je parle souvent. Après quoi cours-tu ? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi ? Oui, moi je pense aussi à Confucius, qui a cette fameuse phrase on a 2 vies et la seconde commence quand on a compris qu'on n'en avait qu'une. Et là, je rajoute généralement la phrase de des proches qu'il appelait Fusius, qui avait oublié d'être con. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, il faut se rendre compte pourquoi on fait ça, quel sens ça, et puis quel plaisir. Il faut choisir entre plaisir immédiat et bonheur quelque part. C'est-à-dire que on se fait des petits plaisirs, combien de temps ils durent, quoi. Et tu vois, moi, je m'en doutais. C'était une hypothèse, mais je l'ai confirmée. Quand j'étais salariée, donc au port de Marseille, je voyageais tous les ans. Alors j'aime la diversité humaine, j'aime la diversité de la planète, donc j'aime la découvrir. Mais il y avait quand même une part de fuite parce que j'étais pas bien dans mon job, parce qu'il y avait un manque de sens, parce que ça allait pas dans le sens où j'avais envie que ça aille, parce que relationnellement c'était pas facile. Et en fait, je savais que quand je serai donc dans le lieu où je suis aujourd'hui, etc., j'aurai moins besoin. Et c'est une réalité. J'ai beaucoup moins besoin de partir en voyage, loin. Alors, j'ai envie, parce que toujours pareil, si j'ai envie de la découverte de l'autre, par exemple, quand tu pars en Inde, tu relativises. Moi, ce que j'aime dans les voyages, c'est que tu vois d'autres personnes qui vivent complètement autrement de toi, et ça permet de faire vraiment une relativisation de tes problèmes, une autre façon de voir la vie, de dire tel problème, eux, ils le voient comme ça, dis donc, je ne pensais même pas qu'on pouvait le voir comme ça. Donc moi, ça me passionne. Tu vois, il y a des paysages qui sont juste fous. Là, j'ai Stéphanie Ledoux, qui est une peintre qui a fait une reconversion, une peintre toulousaine que j'interviewerai bientôt. Là, elle est à Phnom Penh, elle est en train de peindre. Du coup, elle nous fait voyager à distance, mais tu dis, j'aimerais bien y aller un jour. Tu vois, oui. Mais c'est plus ce besoin de quelque part d'évasion qui du coup part d'un moteur qui est différent et qui pour moi est pas le bon, quoi, en tout cas. Mais après, je comprends très bien qu'on veuille quand même découvrir le monde. C'est tout à fait cette curiosité qui est saine quelque part. Donc, aventurier, on a plein d'instruments de navigation derrière nous. Lénine que j'ai acheté pendant les révolutions russes, parce que ça faisait marrer d'acheter Lénine en dollars et pas cher. Je trouvais que c'était un symbole, je te disais, de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc c'est un peu pour moi un souvenir de reportage. Mais j'aime beaucoup aller. Ce qui m'a frappé en même temps, c'est j'ai vécu un peu aux États-Unis. Et quand on est à New York, par exemple, on se balade dans les rues de New York, tout le monde fait la gueule. C'est comme Paris. Vous allez à Paris, tout le monde tire un peu la tronche. Sauf si vous commencez à entamer la conversation. Oui, mais quand tout seul dans la rue, les gens vous voient, il n'y a pas un sourire, etc. Vous baladez dans un village en Inde, tout le monde vous sourit. On ne sait pas qui vous êtes, mais le premier abord est... Et souriant. Oui, par nature, relationnel, ils vont sourire. C'est ça. Et moi, j'ai été dans des villages, je suis beaucoup allé au Bangladesh pour le travail, et pour mes reportages. Et Bangladesh, c'est un pays plus pauvre du monde. Vous rentrez quelque part, mais il y a des sourires partout. Donc, c'est extrêmement intéressant et chaleureux. C'est de comprendre que, en fait, c'est pas le niveau de vie qui fait le bonheur des gens, quoi. Même si ça aide, hein. Comme Coluche disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Oui, rendez-le. Ah oui, c'est ça, rendez-le. Oui, c'était rendez-le. Mais lui disait que l'argent, ça aidait à supporter la pauvreté. Mais il faut donc un minimum, il faut pouvoir. Mais après, j'aime bien les études qui montrent qu'au lieu d'une certaine somme, jusqu'à une certaine somme,
le bonheur, effectivement, est relié. Simplement, la somme, c'est au bonheur. C'est-à-dire que c'est la somme qui permet d'assouvir, je dirais, les besoins vitaux de nourriture, de chaleur, de sécurité. Voilà. Et une fois que c'est couvert, que ces besoins sont couverts, eh bien, on s'est rendu compte dans les études que c'est pas parce qu'on a gagné 10 fois ça qu'on a été 10 fois plus heureux. Voilà. Ça devenait complètement marginal. Ouais. Et là, on se rend compte que on n'a pas besoin de gagner des fortunes énormes. Je suis aussi... et parfois, justement, quand on gagne des fortunes énormes, on finit par faire des conneries. Les gamins des jeunes de Marseille, là, je leur signalais, par exemple, à un moment, je leur disais, écoutez, pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire, et qu'il faut avoir envie d'autre chose, donner envie d'autre chose. Aujourd'hui, la société ne donne pas ces envies-là. Moi, je suis très dans l'idée de Cyril Dion qui dit qu'il faut un autre récit, il faut fabriquer un autre envie, d'autres récits. Les fameux futurs désirables. Voilà, les futurs désirables. Et là, je leur ai parlé d'Mbappé. Ah, ça, t'as pris le bon exemple. Voilà, j'ai pris le bon exemple. J'ai dit, quand Mbappé va en faire un match de football à Strasbourg et qu'il prend la photo dans son avion privé pour dire qu'il revient, est-ce que vous croyez que c'est un bon exemple, vu que Strasbourg est à 2 heures de train? Ouais. Voilà. Donc il va consommer peut-être 80 ou 100 fois plus, enfin il va émettre 80 à 100 fois plus de CO2 que s'il avait pris le train pour le même temps. Oui, c'est ça, il ne gagne rien. Il ne va rien gagner. À part de se la péter. À part de se la péter. Donc je dis là, on a et c'est là où on peut travailler sur l'intérieur et dire pourquoi il a besoin de se la péter. C'est ça, ouais. Pourquoi il a besoin de se la péter. Alors que et ça c'est un vrai problème. Enfin, donc il faut c'est d'apprendre. Ou se la péter ou finalement se rendre aussi, même parce que ça reste une hypothèse de dire ça, se rendre même plus compte. Ouais. Parce qu'en fait je pense qu'il y a aussi des personnes, on est tous ça. On vit dans nos visions du monde et je pense qu'il y a des personnes très fortunées qui se rendent plus compte. Oui. Et c'est ce qu'on appelle cette fameuse déconnexion des élites, etc. Je pense qu'il y a des choses, on ne se rend plus compte en fait que c'est une aberration, telle chose. On vit tellement tout le temps dedans qu'on ne l'interroge plus. Et puis on a besoin de s'affirmer de son propre statut et sa propre vision de soi-même. Je prends un exemple. Quand je voyage en train, je voyage en train en France, et quand je suis invité quelque part, régulièrement les gens me proposent de me payer le billet de train. Et ils me proposent de prendre des billets en première. Je dis non, seconde, ça va très bien. Et ils ne comprennent pas. Et je leur dis, ça ne sert à rien. Je vais faire le même trajet, je vais être finalement aussi confortable. Je n'ai pas besoin d'être en première, quoi. Et parce que, vous mettez juste moins de monde dans un wagon de première. Enfin, maintenant, pas vraiment, mais. Les sièges sont un peu plus larges, ça dépend, voilà, si tu es un peu plus corpulent. Il y a moins de monde, donc si on veut émettre moins de CO2, il vaut mieux mettre plus de monde. Ouais. Donc, je dis, il n'y a pas besoin, quoi. J'ai pas besoin que. Donc, mais il y a des gens qui ont besoin d'aller en première parce que c'est la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Oui, c'est une histoire de reconnaissance sociale. Voilà, de reconnaissance c'est sociale. comme la voiture. La voiture, c'est quand même un exemple. Moi, je vois dans mon activité qui tourne quand même globalement autour de l'entrepreneuriat, donc ce qu'on appelle le business coaching, qui est un terme que j'utilise pas pour moi, parce qu'en plus, moi, il y a une dimension écologique et d'écologie intérieure, donc c'est vraiment dimensionner un projet autour de la personne et pas l'inverse. Et donc, moi, je suis pas dans la performance, je suis pas dans l'accompagnement à la performance, tu vois. Et en fait, atteinte d'objectifs, certes, mais et donc, j'ai plein de collègues business coach, notamment hommes, il faut quand même le dire, où c'est dès qu'ils commencent à réussir, entre guillemets, c'est-à-dire avoir un chiffre d'affaires, ils mettent des photos de bagnole. Ouais. C'est systématique, c'est la voiture, quoi. C'est marrant parce que j'avais ce truc. Alors, certains, ça fait bien et c'est la Tesla. Ouais, mais c'est la nouvelle mode. Ouais, enfin, c'est une catastrophe. Mais voilà, après, moi, à chaque fois, je parle de. Pour moi, c'est primordial d'analyser, notamment c'est ce que je fais quand j'accompagne des projets à dimension écologique, c'est le cycle de vie, quoi. Bien sûr. C'est que, bon, voilà, on pourrait en parler longtemps de l'électricité, mais bien voilà. Sûr, mais même moi, j'assume. Par exemple, les gens me disent, il se trouve que tu as vu ici, on a une voiture et j'ai un vieux Land Rover. J'ai vu que tu en avais une électrique en arrivant. J'ai une électrique. Ouais. En fait, on fait 95% des déplacements avec l'électrique, qui a aujourd'hui 5 ans, qui a près de 100 000 km. Et
Alors les gens me disent, ah, t'es écolo et t'as un Land Rover. Je dis, non, attendez, je suis pas un Land Rover. D'abord, j'ai besoin de transporter du bois, j'ai besoin de transporter des choses très lourdes, des livres. Les Land Rover, si tu prends les classiques, ils n'ont pas tant d'électronique que Non, ça. il presque pas. Il a 22 ans. Oui, mais j'ai un Land Rover qui a 22 ans. Et c'est un modèle solide. Hein. Ah oui, c'est un modèle costaud. On revient à Patagonia. C'est un outil de travail. Moi, c'est un outil de travail. Mais je fais 1500 km par an avec, c'est tout. C'est-à-dire que je fais quand j'ai besoin de transporter des choses très lourdes. Donc, il l'utilise pour ça. Donc, c'est un véhicule qui va durer aussi longtemps que je pourrais rouler avec. Et qui, certes, il pollue plus, mais c'est mon véhicule de travail. C'est-à-dire que quand j'ai des choses très lourdes à transporter. Et puis c'est pareil, tu le mets en place dans une analyse globale. Oui, c'est comme nous, quand là, à l'écolieu Merlin Chanteur Virgile, en ce moment, on construit la phytoépuration. Il a fait le sol en ciment. Et il monte des murs en clairon. Et il a réfléchi. En fait, c'était soit ça, soit des bâches en plastique. Et il m'a dit, les bâches en plastique, dans le temps, elles vont durer moins. L'impact, franchement, plastoc ou ciment, moyen bof. Alors, il n'a pas fait toute l'analyse en entier, dans le détail, hein, mais bon, voilà. Il n'y avait pas 50 choix. Et puis il m'a dit, ça va être béton, quoi. C'est pour ça. Et c'est vrai que c'est pas, quand on en parle, les gens, ils imaginent les murs en pierre sèche, le truc, tout. Ouais, mais en fait, la phytoépuration, ça va être écolo, mais c'est quand même mieux que... Tout a toujours un impact. Mais il y a du ciment. Il y aura un petit peu de ciment. Et moi, quand je travaille 500 ou 600 kilos, 800 kilos de livres, je suis désolé, dans une Clio, ça passe pas, quoi. Par exemple. Et alors on me dit, oui, mais tu pourrais, pourquoi tu n'achètes pas tu prends pas une camionnette? Oui, mais attendez, j'ai ça depuis 20 ans. Oui, c'est ça, je veux ça. C'est un peu con, quoi. Et autant que j'aille au bout de sa vie. Donc j'utilise comme ça. Bon. Et puis à côté de ça, on avait une voiture avant, et on roulait pas mal pour se déplacer, parce qu'on habitait toujours à la campagne. Quand on habite à la campagne, on roule. Et puis au bout d'un moment, elle est arrivée au bout de sa vie, et c'était un break Volvo. Et on l'a changé pour une petite voiture, enfin une petite C3. Comment Citroën? Alors ma mère, c'est une bonne bourgeoise, c'est un peu la tronche. Et à un moment, je l'emmène en voiture et on roule. Et puis à un moment, je lui dis, tu vois, là, ça fait 50 km qu'on roule. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec une voiture plus grosse qu'on n'aurait pas fait là? Je dis, ça va, t'es installé, t'es confortable? Elle dit oui. Bah alors. Oui, t'as pas les genoux qui touchent le plafond. C'est quoi le problème? Parce que tu vois, là, je pense à une amie qui vient de rentrer en France pour quelques mois et qui vit en Australie, et son compagnon est néo-zélandais, il fait 2 mètres. Et c'est vrai que lui, les voitures, les Twingo et tout, il a la tête qui touche. Non, là, tu peux dire, bon. Là c'est vrai qu'on a pris une C3 un peu rehaussée parce qu'on avait 2 gros chiens qui sont malheureusement décédés, qui c'est quand même un 35 et 45 kg. Donc il fallait qu'elles rentrent dans le coffre, les 2. Et puis on était 4. Donc, et puis aussi là, c'est les contraintes, par exemple. C'est pour ça qu'on joue toujours avec ses contraintes, avec ses propres. C'est ça, et puis c'est important de regarder, voilà, toujours pareil. Tu as la théorie, tu as la généralité, et puis tu as vraiment, toi, dans ton cas, j'en parlais il y a quelques jours dans une interview. Choisissons aussi ce qui est là où on prend du plaisir. On ne peut pas être dans tous les... Sinon, après, on fait justement de la dépression écologique, autrement appelée solastologie, pour avoir un concept. Mais moi, j'ai envie que ça soit dans la joie. Et donc, il y a des choses, il y a des thématiques où on est plus à l'aise, où c'est plus facile. Donc, voilà. Après, moi, je n'ai pas de plaisir particulier avec les bagnoles. Donc je m'en fous. Voilà, c'est ça. Une voiture, pour moi, c'est un truc qui permet d'aller d'un point A à un point B de façon sécurisée et avec le confort qui est nécessaire pour que ça se fasse, tout le monde le passe. Voilà. Donc, j'ai aucun besoin de grosse bagnole, quoi. Mais en tout cas, il faut aussi, je pense que c'est important, c'est que les gens arrêtent, et je pense que c'est un truc vraiment fondamental, de se soucier du regard des autres, quoi. Et parce que beaucoup de gens ont des grosses voitures, des gros trucs, parce que c'est une image qu'ils veulent projeter d'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas assez en confiance avec leur propre qui ils sont. Ils ont besoin que les gens les valorisent par leur regard. Une fois qu'on a accepté de s'en foutre, c'est quand même pour moi la vraie liberté, c'est ça, c'est de se foutre totalement de savoir ce que les autres pensent, du regard des autres. On se libère. Alors là, on va me dire, oui, mais justement, le mec qui roule en Superman, il peut se foutre du regard des autres qui sont accusateurs, qui est accusateur. Oui, si la voiture lui plaît. Mais en tout cas, beaucoup de gens, c'est juste ont un problème de vision d'eux-mêmes. Encore une fois, c'est quel est le moteur qui fait que tu achètes la voiture. Hein. Pour faire un jeu de mots, voilà, le moteur, mais c'est juste parce que ça te plaît, parce que tu aimes les belles voitures et c'est complètement ok, et voilà, ou c'est parce qu'au fond de toi, il y a quand même un besoin de reconnaissance. Mais tu vois, il y a ça, et moi je vois dans mon activité, il y a aussi, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que montrer que tu es capable d'accompagner des gens et de les faire réussir,
ça ne passe pas forcément par montrer que tu peux t'acheter une grosse voiture. Bien sûr. Parce que si tu veux, moi, dans mon milieu du business coaching, c'est montrer, c'est des signes extérieurs qui montrent que tu es capable d'accompagner tes gens parce que toi-même, regarde, tu as une grosse bagnole. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire, regardez ce que je suis capable de me payer, donc je suis capable de vous amener là aussi. C'est terrible. Tu vois? Et ça, j'ai envie de dire, mais cassons ce truc-là. C'est le moteur qu'on voit sur tous les entre guillemets petits cons, j'appelle que youtubeurs qui positionnent en disant avec des billets, en disant j'ai une super méthode pour gagner plein de pognon. Les fameux vendeurs de pioches. Voilà, les vendeurs. Et là, qui posent devant une piscine, devant une bagnole de luxe. Bon, généralement, les louer, la bagnole de luxe en plus. Oui, c'est ça. Mais on se dit, mais vous vendez un mauvais rêve, quoi. Ouais. Vous vendez un mauvais rêve qui est. Et c'est. Bon, après, je sais pas. Ah, c'est comme les digital nomades avec l'ordinateur au bord de l'eau, enfin, tous ces trucs. Voilà. Je comprends très bien que ça puisse être très sympa, mais le problème. Moi, j'ai envie de dire plutôt. Donne-toi les moyens d'aller dans des endroits où tu es bien et de ne pas prendre l'ordi. Oui. Tu vois? Oui, après, non, mais surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est de dire aux gens, j'ai juste pensé bien à une chose, c'est que faites ce que vous voulez, mais ayez toujours conscience de l'impact que vous avez. Et on est juste conscience. Après, assumez-le. Ouais, après, tu fais tes choix. Tu fais tes choix. Mais ne croyez pas que ça n'a pas d'impact. Donc, ayez juste conscience de l'impact. Après, à vous de voir si vous l'assumez ou si vous ne l'assumez pas. Et si vous voulez l'améliorer ou pas. Mais ayez bien conscience que quand vous prenez l'avion pour aller au bout du monde et que vous allez au week-end pour le plaisir pendant 2 jours à Portugal ou n'importe où, eh ben, c'est pas neutre. Et encore une fois, c'est ok de le faire, mais moi, vraiment, ce qui m'importe, ce que je répète souvent à mes clients, c'est pourquoi tu le fais. C'est-à-dire, il y a le pourquoi quand tu portes une entreprise, que tu te fais lever le matin, ce fameux pourquoi qu'on travaille en marketing, mais tu peux l'appliquer à tout. C'est-à-dire, moi j'ai une amie à Paris là qui a un petit appartement très mignon, mais elle n'a pas d'extérieur. Elle me dit, Anne, j'aimerais un extérieur, j'aimerais une chambre de plus, Et là, je lui dis, mais donc ça voulait dire redéménager, bon voilà, c'est quand même beaucoup de fatigue, elle vit seule, etc. Et puis c'était plus cher, donc augmenter son endettement et tout. Je dis, mais ce besoin d'extérieur, tu en as besoin pour nourrir quoi en fait? Tu as besoin d'air, tu as besoin d'air vivifiant, tu as besoin de... Est-ce que tu peux pas combler ce besoin autrement qu'en changeant d'appartement? Peut-être l'argent en question, garde-le pour aller, tu adores aller en bord de mer, ben, peut-être une fois par mois, tu te payes un week-end en bord de mer plutôt que de changer d'appartement. Et en fait, c'est se poser la question de ce truc extérieur, ce quoi en fait, il répond à quel besoin? Et finalement, est-ce que je peux pas, par exemple, un besoin de sérénité, tu n'as peut-être pas besoin d'aller en bord de mer à l'autre bout du monde pour te reposer. Alors, c'est vrai que quand tu es chez toi, c'est souvent plus compliqué, donc, parce que on se laisse happer par, mais est-ce que tu peux pas te débrouiller à trouver cette sérénité et ce côté je chill, je suis dans le hamac, sans besoin d'aller aussi loin, quoi. Bien sûr. Et voilà, on confond souvent le quoi avec le pourquoi. Ça, c'est... Voilà. Donc, il faut essayer... La forme avec le fond, quoi. Et donc, essayer d'être cohérent avec ses propres... qui on est, quoi. En même temps, c'est un sacré putain de challenge de vie. Et justement, voilà, ça nous amène à la question que j'aime poser, c'est que on n'est pas cohérent tout le temps, on est des humains et on n'est pas Bouddha, même ça tient que Bouddha était parfait. Il y a justement des moments où dans la vie, le matin, alors je dis le matin, mais en fait c'est varié pour chacun, on a des coups de mou, on a des coups de démoralisation, tu vois, justement quand on est quelqu'un d'engagé aussi en termes d'environnement, que ça nous prend aux tripes, il y a des moments de découragement, de à quoi bon, de oh ben là j'ai pas été cohérent, etc. Comment toi tu fais face à ça quand tu as des coups de mou, que ça va pas? Où est-ce que tu trouves des ressources? Comment tu vois, je me souviens de Rob Greenfield, donc dont vous écouterez l'interview, j'avais posé cette question, elle m'a dit, ah ben quand j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Ben, ça c'est du Rob, quoi. C'est bon, ok, donc toi t'es tout seul, voilà, bon ok, t'as pas envie, tu te lèves pas. Mais ce qui est une réponse. Mais toi, voilà, quand t'as des coups de mou, que t'as des coups de découragement, qu'est-ce que c'est toi tes ressources? C'est une bonne question parce que j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Ah je ne sais pas. Sûrement, quand je me pose trop de questions, je prends le vélo et je vais faire un tour. Ouais, tu te vis de la... Ouais, je prends le vélo et je vais faire un tour. Et je réfléchis, et j'écoute de la musique et voilà.
après, je pense que quand j'ai des doutes, je bosse plus. En fait, je me mets dedans. Ah ouais, je dis, tu bon, creuses. Ouais, je me dis, bon, moi j'ai fait du sport à assez haut niveau, enfin, donc, et je savais bien que quand les résultats, quand ça marchait pas, je savais qu'en s'entraînant plus, on obtenait les résultats. Ah, ok. Et donc je suis dans cette logique, bon, là j'ai un problème, mais je vais travailler et ça va. Je vais le décortiquer, Je vais quoi. le décortiquer, puis finalement on va réussir à débloquer la situation. En me disant, si on travaille bien le truc, on doit pouvoir passer outre. Bon, après, il se trouve que, peut-être moi j'ai une nature particulière, mais je suis rarement en coup de blues, quoi. Et j'ai cette chance-là, peut-être. Et puis, je suis plutôt de nature un peu heureuse, quoi. Donc, comme disait, j'aime bien cette formule, c'est Prévert qui avait dit j'ai choisi d'être heureux plutôt que malheureux parce que c'était meilleur pour la santé. Ouais. Et voilà, je suis un peu ça, quoi. Je crois, je sais jamais si c'est Prévert ou Voltaire, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui a de bonnes idées. Et donc, j'essaie de regarder toujours le verre à moitié plein des choses. Un jour, mon fils m'a dit un truc, il m'a dit, la question n'est pas de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, la question c'est combien il en reste dans la bouteille. Et voilà, donc je regarde combien il en reste dans la bouteille, et je me dis, tiens, il en reste, donc c'est bon, quoi. Voilà. Alors, il y a une question que j'aime bien poser à la suite de celle-là, c'est la question métaphysique, entre guillemets. Où trouves-tu la foi? Alors c'est presque, aujourd'hui, je veux dire un truc d'une banalité totale, c'est dans ma famille, quoi. Moi, c'est mon moteur aujourd'hui. C'est vrai que si j'avais pas ma femme et mes enfants, je n'aurais pas les mêmes moteurs pour avancer. Et aujourd'hui, c'est eux, quoi, qui me font pousser parce que j'ai envie qu'ils soient heureux et j'ai envie qu'ils. Voilà. Je pense que c'est ça aujourd'hui un truc qui est fort, quoi, dans ce qu'on fait. Et c'est marrant parce que j'ai aucune notion de ma propre vie, au sens que j'ai pas peur du tout de la mort. Là-dessus, Épicure avait une formule, il disait pourquoi on a peur de la mort, parce que quand on vit, elle n'est pas, et quand elle est, on n'est plus. Et oui. donc, de toute façon, on la vit jamais. Oui, c'est ça. Donc c'est un faux sujet, quoi. On ne saura jamais qu'on est mort. Donc, oui, donc en fait... voilà. Donc ça sert à quoi d'en avoir peur? Mais en revanche, j'ai plutôt envie je me soucie plus de ma famille, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire, tout ce qui est mon moteur de vie, c'est ma famille. Ben c'est aussi, on en parlait en off quand je te disais, mais enfin, pour un Breton passionné de la mer, qu'est-ce que tu fais en campagne toulousaine? Et donc, je te disais que j'avais imaginé que c'était par amour, et oui. Ouais, et donc, c'est justement, puisque ta femme avait des problèmes de santé avec la mer, l'humidité marine, que vous êtes... parce qu'elle dit, elle a une formule, elle dit, parce qu'elle adore la Bretagne, l'Écosse, et ça, elle me dit, je n'aime que les pays qui ne m'aiment pas. Voilà. Je t'aime moi non plus. Ouais. Mais donc on y va quand même, on essaie d'y aller, mais à chaque fois, au bout de 15 jours, 3 semaines, elle me dit, j'ai mal, quoi. Ouais. Et donc il faut qu'on rentre. Mais c'est vrai qu'ici, on a trouvé un territoire plus sec, qui fait que c'est beaucoup plus. Ça pour elle, beaucoup. Enfin, c'est un rapport de. Ça a changé la vie. C'est un rapport de. Si avant elle était à 9 sur 10 de douleur, là maintenant c'est à 0,5, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Voilà. C'est fou. Ouais. Donc c'est vraiment. Ça a été très positif d'être là. Mais la mer est loin. Mais bon. Mais comme tu dis, on vit grâce à la mer. Donc elle est quelque part tout autour de nous. Et puis alors je me rattrape en disant oui, mais Toulouse, c'est la capitale française de l'océanographie spatiale. J'adore. Bon, j'essaie de trouver des excuses. Mais puis la Garonne, elle va jusqu'à l'océan. Oui, mais ça reste de l'eau. Ça reste de l'eau, voilà, c'est ça. Et il y a une question, enfin c'est pas une question, c'est j'aime bien. Que les invités que j'interviewe lancent un défi à la communauté. Ça peut être ce que tu as envie. Soit de courir à la première librairie pour acheter son livre. Qui est écolo quand même. Hein. C'est un livre maritime et écolo, évidemment. Et j'imagine qu'il y a 1% peut-être... Ah non, c'est non, pas toi. Moi. Quoique non, puisque c'est pas ton éditeur. C'est pas moi, c'est Robert Laffont. Donc, voilà. Les livres, nos livres, ils ont le petit 1% pour la planète. Là, il y a un petit sigle qui dit qu'on donne 1%. En fait, 1% pour la planète, c'est quoi? On donne 1%
de notre chiffre d'affaires à des associations de défense de l'environnement que nous choisissons. Donc, ouais, c'est nous qui choisissons à qui. Ben Alexandre Dana de l'entreprise Live Mentor que j'ai interviewé en janvier et dont vous pouvez trouver l'interview sur la chaîne. Justement, quand je lui ai demandé, il m'a parlé de 1% for the Planet aussi. On choisit à qui on veut aider. Et après, tout ce que nous demande 1%, c'est de prouver qu'on les a bien aidés. Voilà, c'est tout. D'accord. Et que l'argent qu'on a versé représente bien au moins 1% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc, mais là, Robert Laffont, non, ils ne sont pas. Donc, je dirais, le message écolo n'est pas dans l'argent reversé, mais dans ce qui est écrit. En sachant quand même que faut savoir que c'est un thriller. Donc, l'idée, c'est pas un livre à thèse, quoi. C'est un livre. Qui est fait pour vous empêcher de le lâcher et de le mettre très vite. Je me souviens d'un livre qui m'avait passionné, qui était un très gros livre et qui avait une dimension, voilà, je n'ai pas encore lu le tien, mais de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Le parfum d'Adam. Je connais Ruffin, mais je ne connais pas ce livre. Ben, c'est un thriller aussi écologique. Ouais. Et ben, tiens, je l'ai à la maison, je te l'amènerai. Et là, c'est un thriller, donc le but, c'est quand même... Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est d'abord divertir et de faire passer un certain nombre de messages de façon pas un gros sabot, quoi. Voilà, l'idée c'est que, et j'aime bien ce que remarquent les critiques, si vous êtes sur Babelio, vous verrez les critiques, mais c'est qu'ils trouvent que les messages passent de façon assez subtile. Voilà. Et l'idée étant dans le divertissement de faire passer des idées, et là on revient à ce que raconter faire un autre récit de désir d'un autre monde. Par la fiction, par la culture. Je pense que la culture a un rôle essentiel aujourd'hui pour que les gens essaient d'avoir envie d'autre chose. Voilà, d'en avoir envie. Pas de devoir s'adapter de façon un peu forcée, mais d'avoir envie de changer. Voilà. C'est tout le pari pour que ça soit efficace. Ouais. Et donc ton défi alors? Ah, mon défi. Donc c'est... non, je vais pas dire d'aller chez tous les libraires. D'abord, non, mon défi, là, je suis très sérieux. Êtes-vous à l'écoute? C'est faites tous les efforts que vous pouvez pour ne rien acheter sur Amazon. Voilà, allez, et vous voulez des livres, allez chez les libraires. Vous voulez quelque chose, allez d'abord voir si vous ne pouvez pas le trouver en allant à côté de chez vous, quoi. Et moi, tu vois, ne cédez pas la facilité de ce genre de choses. Et dans mon village, tu vois, le village à côté, on a un tiers-lieu qui s'appelle la Cafetière. On n'a pas de librairie, mais ils ont un accord avec la librairie Fleury de Toulouse. Et en fait, on peut commander à la cafetière et ensuite on récupère les livres à la cafetière. Et ça, je trouve que c'est chouette. On n'a jamais besoin d'un livre dans les 24 heures. Faut pas dire. Donc, or, tous les libraires peuvent vous avoir les livres très vite. Et puis, si jamais vous êtes trop isolé, vous ne pouvez pas aller, il y a d'autres solutions pour acheter les livres qu'Amazon. Voilà. Il y a des vrais libraires qui vendent en ligne. Et ça sera le même prix qu'Amazon. Parce que les gens oublient un détail, c'est qu'il y a en France un truc qui s'appelle le prix unique du livre. Ce n'est pas moins cher chez Amazon. Voilà. Contrairement à ce que les gens... je crois qu'il y a l'histoire des frais de port. Ah oui, parce les gens, tu vois, voilà. C'est vrai, mais... Je pense qu'ils se servent de ça pour faire que... Mais bon, après... il faut savoir... voilà, c'est un côté militant, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez favoriser comme monde. Et finalement, c'est pas un acte qui est très compliqué de dire, et ça coûte pas beaucoup. C'est comme si vous faisiez votre 1% for the planet. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ayez un comportement une certaine éthique et il se trouve que c'est pas très éthique. Des gens qui se font livrer tout le temps des trucs sur Amazon, moi ça me fait mal parce que ce sont des sociétés qui écologiquement sont des catastrophes et socialement sont des catastrophes. Qu'elles détruisent énormément d'emplois autour d'elles. Alors, on dit toujours qu'elles créent des emplois, mais toutes les études montrent qu'elles détruisent plus d'emplois qu'elles n'en créent. Et donc... Oui, parce qu'il y a la place de marché quand même sur Amazon où en fait des petits peuvent vendre à travers eux, mais l'analyse globale, c'est ce que tu dis là. L'analyse globale, c'est que ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée. Bon. Et puis après, il y a un impact environnemental énorme du transport. Quand on peut éviter de se faire livrer quelque chose par des camions, parce que ça a été déjà livré en masse. Moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est quand on renvoie. J'ai envie de dire, faites attention quand vous renvoyez quelque chose, c'est-à-dire cette fameuse offre qui n'est pas que chez Amazon, où vous achetez, si ça ne vous convient pas, vous renvoyez. En tout cas, j'avais vu un documentaire là-dessus. Quand on renvoie, c'est détruit. Alors déjà, ça fait le tour, ça passe par la Pologne, par je sais pas où, par machin. Ça fait des kilomètres votre truc renvoyé.
et parfois c'est détruit. Tout à fait. Mais Donc en fait, il faut vraiment faire gaffe quand on se dit j'achète et je verrai bien et je renverrai. Non, attention, parce qu'en fait quand vous renvoyez, ça retourne pas forcément en rayon, quoi. Et ça, si ça retourne, ça fait un circuit de fou. C'est ça. Et là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'on fait a un impact. Essayez juste à chaque fois de prendre conscience des impacts de ces décisions, de ces actes. Et après, il faut les assumer. Si on les assume, chacun sa vie. Mais il faut juste savoir que rien n'est neutre. Voilà. Rien n'est neutre. Voilà. Merci Christophe. Rien. Vous nous direz ce que vous aurez pensé du livre de Christophe. Moi, je vais repartir avec, je suis ravie. Et écoutez, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fait plaisir. Faites connaître la chaîne, faites connaître l'interview de Christophe, les autres interviews que vous aurez écoutées qui vous inspirent. Comme je dis toujours, ensemble, on va plus vite et plus loin. Merci à toutes et à tous. Et merci Christophe. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.